toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre de Novabuild organisée par Novabuild avec ses différents partenaires, l'Alliance HQE et puis le réseau des CAUE des Pays de la Loire et notamment le CAUE de Loire-Atlantique avec LAD. Nous vous accueillons ce matin pour une rencontre qu'on appelle C'est positif, qui est surtout un retour d'expérience et vous allez découvrir dans l'heure et demie que nous allons partager ensemble un très très beau projet. Alors je ne vais pas le détailler puisqu'il va être détaillé fortement tout à l'heure. Un petit mot sur le mode de fonctionnement d'un C'est positif. Notre idée, c'est d'aller un peu au-delà d'un retour d'expérience. C'est aussi l'objectif, c'est de chercher à améliorer collectivement les projets et de favoriser l'engagement volontaire par l'échange d'expériences et les retours des uns et des autres. Donc, on a un appel à contribution permanent et j'invite tous les participants qui sont en ce moment même dans la salle avec nous à ne pas hésiter à nous présenter, proposer des projets, que ce soit en infrastructure, en aménagement et évidemment des bâtiments aussi, à tous les niveaux d'avancement. Aujourd'hui, on a un projet qui est en cours de travaux, qui n'est pas encore livré. Donc, on peut avoir aussi des projets qui sont déjà livrés, puis des projets qui sont en exploitation. Et nous utilisons le cadre de référence de l'Alliance HQ, on le verra tout à l'heure. Donc, une fois que les projets sont déposés, ils sont examinés par 3 experts et on a avec nous Jean-Pascal Ebrard qui représente le jury qui a examiné ce projet vendredi dernier et qui posera un certain nombre de questions, d'interrogations à nos 2 intervenants. La revue de projet qui se déroule en 2 temps, une vingtaine de minutes de présentation et ensuite on a un long temps d'échange avec vous. Et puis ça se conclura par une communication et on vous demandera à la fin si vous nous autorisez à communiquer sur le projet, si vous pensez que ce projet mérite de rentrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Alors le cadre de référence, normalement la profession le connaît, c'est un cadre de référence avec 4 entrées et donc on va passer tout à l'heure au crible de ce cadre de référence, le projet qui nous est présenté. Un petit mot sur le jury. Nous avons 3 partenaires sur l'opération C'est positif, Novabuild, l'Alliance HQE et le réseau des CAUE, et donc 3 membres du jury désignés par chacun des partenaires. William Matalou, qui exceptionnellement n'a pas pu être avec nous pendant la préparation du jury parce qu'il a eu un accident domestique et donc il est en arrêt pour le moment. Mais Jean-Pascal Ebrard est bien avec nous, vous le voyez là en ce moment. Et puis Philippe Devy est dans la salle et il interviendra aussi parce qu'il a préparé attentivement et sérieusement le sujet. Donc je remercie en votre nom à tous le travail d'expertise qui a été fait. Et puis je vais tout de suite donner la parole à Marion Buffet-Cabli de Aiguillon Construction et puis Grégoire Barrault, TICA, l'agence d'architecture. Ils ont travaillé sur ce projet et puis je crois qu'on a quelques-uns des différents intervenants qui sont aussi dans la salle. Un petit mot pour vous dire que vous pouvez vous exprimer par l'onglet questions que vous avez sur votre droite. N'hésitez pas à poser des questions, y compris pendant le déroulé de la présentation. Je me ferai le porte-parole de vos questions et puis Jean-Pascal, lui, se fera le porte-parole du jury. Eh bien, à vous la parole, Marion et Grégoire. Bonjour à tous. Donc, du coup, effectivement, je me représente, Marion Buffet-Cabli. Je suis responsable de programme chez Aiguillon Construction et j'ai eu en charge le pilotage de l'opération Symbiose qui est présentée aujourd'hui. Alors, simple petit retour en arrière pour remettre en perspective la genèse du démarrage de ce projet. On a été désigné du coup par l'aménageur Nantes Métropole Aménagement pour porter le projet sur le dernier îlot de la ZAC Vallon des Garettes, située à Orvaux. Par la suite, du coup, on a lancé un concours de maîtrise d'œuvre pour, du coup, mettre en place et répondre au cahier des charges de la ZAC
du coup avoir effectivement un panel de projets à présenter aux élus ainsi qu'à l'aménageur. Et à l'issue de ce concours, c'est le projet de Tika Architecture qui a emporté la victoire, pourrait-on dire, du coup sur ce projet. Donc voilà, les vecteurs et les principales demandes de la ZAC étaient vraiment tournées sur l'idée d'avoir des bâtiments vraiment économes en énergie, effectivement un projet aussi qui s'intègre dans la nature environnante, qui aujourd'hui bénéficie d'un environnement très naturel, bocagé, malgré le fait qu'on soit en ZAC, c'est effectivement encore un secteur où la nature est préservée. Et également l'idée d'avoir des constructions raisonnées. On n'est pas parti du coup sur des immeubles et des tours de 18 étages. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir des plots comme des petits immeubles type villa pour avoir vraiment un confort de vie à offrir aux occupants. Donc aujourd'hui, la programmation, elle se présente comme cela. On a effectivement 6 bâtiments en forme de plot avec un total de 48 logements, avec du coup une mixité de produits, c'est-à-dire 16 logements, donc 2 bâtiments réservés du coup à de l'accession abordable dite PSLA, et 32 logements, donc les 4 derniers plots, en locatif social plus PLAI, qui reposent sur 2 niveaux de sous-sol communs avec un global de 63 places. Bien sûr, du coup, l'intérêt effectivement de ce programme, c'est surtout le niveau aujourd'hui recherché sur le référentiel E+, C-, donc énergie positive, bas carbone. Et le niveau exigé par Nantes Métropole Aménagement était effectivement un niveau E2, C2 qu'on développera un peu plus tard. Aujourd'hui, simple présentation brève, mais c'est une opération qui a été faite en collaboration avec de nombreux acteurs. Bien sûr, du coup, l'aménageur, Nantes Métropole Aménagement, mais également, du coup, toute une équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé sur le projet, dont effectivement aussi Pouget Consultant, qui a, lui, eu la charge de la mission du calcul et de l'étude carbone de l'opération. Effectivement, des entreprises qui nous accompagnent aussi au quotidien, le chantier étant démarré, avec bien sûr du coup des sujets toujours en discussion, mais qui impactent directement effectivement le mode constructif de notre opération, les interactions notamment entre le gros œuvre et puis effectivement une structure en béton bas carbone qui nous permet aujourd'hui d'expérimenter aussi ce matériau, et l'interaction avec l'entreprise de charpente, du bardage qui a la charge effectivement du manteau bois qui permet de valoriser aussi le matériau du coup sur notre opération et qui nous permet d'arriver au niveau attendu sur le référentiel plus C-. Quelques éléments phares du coup sur notre opération, c'est effectivement du coup le coût global. Alors au mètre carré Chab, celui qui est indiqué intègre du coup les VRD, donc on a 1 625 € du mètre carré Chab, mais aujourd'hui en isolant uniquement le bâti, on se situe à un niveau à 1 470 € du mètre carré Chab, ce qui est plutôt très optimisé au vu de la qualité architecturale et les prestations proposées sur ce programme. C'est une opération dont l'ordre de service a été lancé en juillet 2019 et dont la livraison est prévue pour juin 2021, ayant effectivement intégré le retard dû au contexte que l'on a connu ces derniers mois et qui ont malheureusement entraîné quelques retards dans l'avancement du chantier. Donc, pour la suite, je vais laisser Grégoire Barraud, qui est le concepteur du projet, vous présenter le parti pris de cette opération et vous présenter ses principales qualités. Ok, merci Marion. Donc, je suis Grégoire Barraud, donc un des 4 associés de l'agence Tika. Donc rapidement, juste replacer peut-être
le projet dans son contexte. On a sur le petit plan en haut un aperçu de quasiment l'ensemble de la ZAC qui vient se connecter en fait au centre-bourg d'Orvaux et qui se prolonge par un grand mail. Je ne sais pas si on voit ma souris ou pas, mais un grand mail piéton. Et donc nous, on vient un peu finir dans une zone un peu plus le long du ruisseau du Raffuneau qu'on devine sur le plan du bas. En fait, il y a un petit trait gris là. On ne voit pas forcément bien, mais qui est là. Donc, on est dans un vallon, on est sur la crête d'un vallon, et donc on vient implanter 6 bâtiments qui suivent une courbe, la courbe topographique en fait, et qui viennent créer différentes perméabilités. Donc là, c'est des petits schémas un peu abstraits, mais qui ont pour objectif d'expliquer un peu les grandes intentions. Je vais les passer assez rapidement. On voit d'abord tout en haut à gauche comment on a centralisé les 2 parties du parking. Parce qu'historiquement, en fait, c'est 2 parcelles. En fait, il y a J03 à gauche et J04 à droite. Et au milieu, l'intention urbaine attendue par la maîtrise d'œuvre urbaine était de créer une grande porosité, un corridor biologique, écologique ou qui traverse différentes parcelles. L'idée aussi, cette parcelle avait une particularité, c'est qu'il y a une sorte pas de paradoxe, mais en fait, les vues dégagées sont côté vallon, donc côté nord, alors qu'on aurait plutôt tendance à vouloir ouvrir les logements côté sud. Donc, on a dû travailler avec cet aspect un peu ambivalent, donc en proposant des pièces de vie traversantes nord-sud. Et on voit aussi dans le schéma en bas à gauche qu'on a essayé de décliner cette idée de traversant de vraiment l'échelle urbaine à l'interstice entre bâtiments jusqu'au hall, en passant par également les logements. Donc on reprend un peu dans cette présentation les 4 points clés du référentiel HQE proposé par NovaBuild. Donc le premier, donc sur la question de la qualité de vie. Donc c'est vrai que l'implantation en espèce de, on pourrait presque dire, de maisons de parc, en tout cas de grosses villas, fait qu'on a donc 6 villas de 8 logements. Ça veut dire qu'on dessert 2 logements par palier. Donc ça crée une échelle de voisinage assez apaisée, ou en tout cas singulière. La configuration aussi fait que du coup on a des logements qui sont triplement orientés, en plus d'avoir des pièces de vie traversantes et des halls traversants. Donc du coup c'est vrai qu'en termes de compacité, même si individuellement les plots sont relativement compacts, on a quand même un développé de façade qui n'est pas neutre, mais qui était aussi une des contraintes créatives de la fiche de l'eau. En fait, quand on travaille dans une ZAC, on travaille sur des bases d'une fiche de l'eau. On a également eu toute une réflexion au cours du projet sur la question des communs. On a une parcelle quand même assez grande, très paysagée. Donc, on a essayé de tirer parti de ces qualités paysagères, donc en installant différents espaces de vie extérieurs, table de pique-nique, cheminement doux, potager collectif. Et puis la place de la voiture était un vrai sujet également, avec une petite parenthèse, c'est qu'on a absorbé dans le parking, c'était une volonté du projet, d'avoir les places visiteurs aussi intégrées dans le soubassement. Donc à droite, vous voyez un principe de coupe avec en haut à droite avec le stationnement semi-enterré. L'idée, c'est de complètement le camoufler depuis la droite, c'est-à-dire depuis la rue. On ne perçoit pas du tout la place de la voiture finalement. Côté nord, en fonction des endroits, voilà, il y a un système de talus qui suit un peu la topographie. Et puis on voit dans l'image en bas le principe de logement traversant au moment du concours. Voilà. Rapidement sur l'organisation, donc on a vraiment une famille de bâtiments, une famille de 6 bâtiments qui ont à la fois un aspect très rationnel, très pragmatique, si on peut parler comme ça, mais qui ont aussi chacun leur identité, leur déclinaison, le travail de différents bardages bois sur les parties principales, une déclinaison d'attiques qui viennent un peu se mettre en dialogue, si on peut parler comme ça, avec les autres bâtiments aussi de la ZAC. Voilà. Également,
Là, rapidement, c'est des principes de plan. Je vais pas m'y attarder, mais on voit notamment en bas à droite un logement T4 avec sa pièce de vie traversante, et puis l'organisation des chambres, les pièces d'eau qui sont éclairées naturellement, et un plan qui est conçu pour pouvoir être miroité, entre guillemets, pour pouvoir aussi offrir une diversité de situations habitées. Puis on voit en haut l'attique qui a ce petit déhanchement, je reparlerai tout à l'heure. Donc le deuxième volet de ce projet sur les 4 volets qu'on va aborder ensemble, sur la question environnementale, donc c'était le sujet et donc comment construire avec des matériaux biosourcés, respectueux de l'environnement, voilà. Donc là on est plutôt parti sur un squelette dalles, poteaux béton et une enveloppe en mur ossature bois non porteuse mais qui gère l'enveloppe du bâtiment. Donc en termes de qu'est-ce que ça a impliqué en fait, ça a impliqué de travailler avec toute la chaîne maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage sur la question d'analyse du cycle de vie des bâtiments avec ce qu'on appelle les fiches FDES qui nous ont permis au-delà de l'écriture architecturale, des contraintes techniques, acoustiques, incendie, voilà, les contraintes créatives du projet, de monitorer cet aspect. En termes de performance énergétique, rapidement, sans trop être dans les chiffres, mais on vous a glissé trois petits chiffres. Donc le B-bio, qui est en fait qu'on peut assimiler à la performance de l'enveloppe, donc à sa capacité de perméabilité à l'air, d'isolation, indirectement du coup d'économie d'énergie. Donc on est sur RT 2012 moins 40%. CEP, donc c'est-à-dire la consommation d'énergie primaire, donc c'est-à-dire comment on va faire fonctionner les dispositifs de chauffage, de production d'eau chaude. On était sur un objectif de moins 15 qui, attendu, mais qu'on a réussi à pousser à moins 35. Et donc, ça nous amène au global sur et en parallèle sur l'aspect vraiment carbone, donc énergie grise, on est en BBCA performant. Donc après, voilà, vous avez quelques informations sur les énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, ballons thermodynamiques, et aussi tout un sujet qui est vraiment prégnant et très singulier sur cette plaque autour de la biodiversité, qui était déjà très bien cadré par les urbanistes et qu'on a essayé d'amplifier et d'amplifier. Un petit détour sans trop s'y arrêter parce que c'est quand même un exercice que de travailler sur ces analyses du cycle de vie. On voit rapidement à gauche un calcul en fait de la consommation carbone en fait lot par lot du bâtiment. Je vais pas le commenter plus que ça, si ce n'est de dire qu'on a en bas l'enveloppe en fait, l'infrastructure qui pèse pas mal dans la balance. Fortement, quasi pour moitié, et en gris tout en haut, vous avez tout ce qui est fluide, qui par contre aujourd'hui est calculé de manière forfaitaire. Et enfin vous avez à droite le seuil global carbone, c'est-à-dire le bleu en fait, et le résumé des petites barres de gauche. Donc on a tous les produits de construction et d'équipement, et après on voit aussi tout ce qui est consommation d'énergie en orange. Voilà. On pourra y revenir si besoin lors des questions. Voilà, je vais redonner la parole à Marion. Oui. Il vous reste plutôt 5 minutes. Très bien. C'est bien, vous êtes bien. Du coup, troisième volet sur le management responsable. Alors du coup, sur différents volets, bien sûr, le projet Symbiose a été monté de façon concertée à différents niveaux et à différentes étapes du projet, par des présentations et des réunions avec l'aménageur, mais également des présentations en réunion publique aux riverains, qui étaient intéressés aussi de savoir quel était le projet qui allait être monté auprès de chez eux, mais également du coup sur tout le montage de l'opération, sur son évolution aussi architecturale, au niveau du coup du montage du Pro DCE, et suite à l'appel d'offres et bien sûr du coup au moment clé du lancement de la construction.
Responsable également sur la tenue des engagements, du fait, effectivement, Grégoire l'a rappelé, que nous soyons en ZAC. On a un cahier des charges à respecter sur différents points. Donc, au-delà de la programmation, il y avait effectivement du coup le niveau bas carbone auquel l'aménageur était très attaché, et nous aussi, sur lequel du coup on a quand même beaucoup travaillé pour pouvoir le maintenir malgré les difficultés qui ont pu être rencontrées lors du montage de l'opération, et également bien sûr les engagements concernant du coup les préconisations environnementales, respect du coup et propreté des chantiers et des abords, bien sûr. Également, on peut ajouter à ça la contrainte que l'on s'est mise, entre guillemets, sur des contrôles réguliers au sein de notre opération par rapport au niveau assez ambitieux sur le référentiel le plus aimant, à savoir un E2C2 niveau performance sur le label BBCA. On s'impose effectivement des tests de perméabilité à l'air un peu plus importants, voire même des pré-tests pour être sûr et certain de garantir un objectif de 0,6 m3 par heure au mètre carré. Et également, nous sommes allés plus loin dans la démarche et dans l'objectif de l'aménageur, puisque à l'origine, c'était simplement un niveau à atteindre sur le référentiel de C2, et nous sommes partis du coup dans une démarche vraiment de certification pour l'obtention d'un label avec l'entreprise Promotelec et avec comme partenaire financier EDF, puisque nous sommes du coup sur un projet 100% électrique. Et bien sûr, sans oublier nos entreprises qui nous accompagnent et qui ont été vraiment sensibilisées sur ce projet novateur et qui anticipe sur la RE 2020. Et effectivement, voilà, on a des entreprises qui sont très motivées et qui sont partie prenante et intervenantes, car on les sollicite aussi dans le cadre de la certification par la transmission de documents, notamment sur les fiches techniques de leurs matériaux, par exemple. Voilà, donc du coup, on peut voir effectivement l'évolution de nos projets en hiver 2019 avec le montage effectivement des premiers plots de la structure du squelette béton, on peut dire ça comme ça, avant que du coup le manteau bois vienne s'adosser à la structure. Donc ça va vite. Donc là, en printemps 2020, juste avant effectivement la période de confinement, on était effectivement déjà sur 3 lots bien avancés en clos couverts avec les poses de menuiserie à suivre. Donc voilà, petite perspective sympa également avec la couverture en attique qui nous permet de voir ce camailleux de verre qui va se prolonger sur les 3 autres plots. Voilà, perspective qui permet aussi d'appréhender l'environnement contigu qui est effectivement voilà, plutôt naturel. Enfin, pour terminer, les points forts du projet d'un point de vue économique et social. Alors du coup, très rapidement, voilà, c'est une opération qui se trouve en ZAC, mais voilà, comme vous avez pu le voir, on est quand même du coup sur un espace et sur un environnement très agréable, puisque du coup la nature est plus ou moins, enfin quand même plutôt pas mal préservée, malgré le fait qu'on soit en ZAC et donc dans un secteur à densité normalement un peu plus important. On a une desserte des transports, on a la proximité du centre-ville avec toutes les commodités à peine 2 ou 3 kilomètres, donc vraiment très très intéressant pour les personnes qui privilégient notamment les moyens de transport type vélo. Le point fort effectivement qui favorise l'émergence d'un lien social un peu plus poussé, c'est effectivement la présence d'espaces communs. On a des jardins partagés qui se trouvent du coup en façade nord de notre projet. On a deux jardins partagés avec du coup des tables de pique-nique dans l'idée que les futurs occupants occuperont cet espace et pourront du coup partager du coup les travaux de jardinage et des repas tous ensemble.
Bien sûr, du coup, on est sur une opération 100% sociale, mais avec une mixité de produits. Comme j'avais pu l'énoncer au départ, on a une partie en accession sociale, en PSLA, et une autre partie en locatif social avec du coup des logements plus et des logements PLAI. L'idée sur ce programme, et c'est ce qui motive aujourd'hui quand même le montage de beaucoup de nos opérations, c'est d'essayer d'optimiser au mieux pour nos locataires et pour les occupants en règle générale, d'optimiser les charges. Et ça passe d'une part par la conception des programmes, avec effectivement la recherche d'apports solaires passifs, avec bien sûr du coup on recherche une exposition sud en priorité bien sûr pour limiter du coup l'utilisation du chauffage par exemple. Sur ce projet, comme je vous l'ai dit, on est en 100% électrique, donc on utilise aussi des énergies renouvelables, notamment par le biais de panneaux solaires en toiture et de ballons thermodynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Nous sommes aussi sur une triple orientation dans les logements et également du coup sur l'apport de lumière très important et naturel au niveau des halls qui sont traversants, mais également au niveau de notre sous-sol qui a une configuration effectivement un peu particulière puisque semi-enterré et donc semi-ouvert. Voilà, donc vraiment tout ça a été conçu et pensé pour permettre… Pardon ? Il va falloir conclure, Marion. Oui, du coup, j'arrive. Je finis du coup sur ça. Enfin, on est sur un montage assez classique avec une partie en copropriété et une partie en gestion directe par aiguillon sur la partie effectivement 100% locative. Donc voilà. Les points forts. On était à la fin, mais en conclusion, du coup, peut-être, c'est que, enfin, en tout cas, ce qu'on voulait pointer, c'est que cette ambition en fait de label, bâtiment bas carbone qui préfigure la RE 2020 comme tout le monde le sait et tout ça, ça reste, c'est important au vu des enjeux actuels mais je pense que néanmoins il faut que ça reste un moyen et non une finalité, c'est-à-dire que tout l'enjeu pour nous en tout cas architectes et toute la chaîne, ça ne se résume pas aux architectes d'ailleurs, mais toute la chaîne de construction et de conception de notre cadre bâti finalement. Voilà, il faut vraiment trouver l'équilibre entre ces curseurs en fait, et que la qualité d'usage, l'identité, la notion de soit aussi prégnante dans les projets. On a listé quelques enseignements, on aurait peut-être pu en mettre plus, ça viendra pendant les questions, mais en tout cas, on s'est rendu compte que peut-être il pouvait y avoir d'autres manières un peu de travailler ensemble, notamment sur la chaîne globale, sur la filière bois, peut-être d'intégrer des entreprises plus en amont, de questionner l'enchaînement des étapes de projet. Et puis, chose qu'on fait maintenant sur des projets actuellement, qu'à l'époque on n'avait pas, c'est l'outil numérique, sans parler de BIM même, mais juste la maquette numérique nous permet de sortir des quantitatifs et des données peut-être plus facilement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a beaucoup de questions déjà dans le public, mais je vais tout de suite demander à Jean-Pascal de nous donner les grandes lignes de ce que le jury de ces positifs, l'expression du jury qui s'est réuni vendredi dernier, quelles sont les grandes réactions et puis peut-être des questions déjà. Jean-Pascal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre-Yves, merci à vous pour votre présentation. Alors, donc, je représente un petit peu tout le monde, hein. Donc Philippe qui est dans la salle, William, Hugues de Pôle Énergie aussi à Loire-Atlantique Développement et Nathalie Kopp du CAUE. Donc, la première remarque, d'abord, c'est merci pour cette présentation. Et puis, on sent vraiment, on a tous senti vraiment votre ambition d'avoir vraiment une approche à 360 degrés des usages, de l'ambition environnementale, énergétique, naturelle, etc. Et la question, finalement, la première question qui vient, c'est tout choix implique des renoncements. Donc, où sont les arbitrages? Est-ce que c'est finalement, on a un bel espace de vie, mais on a des petites chambres, pas trop de rangement? Ou est-ce que c'est
On a un programme, comme vous le disiez, social, assez compact aussi en lui-même, hein, tourné vers les familles. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être souhaité faire au départ, qui étaient hors ou est-ce que c'est les choix environnementaux finalement qui vous ont amené à simplifier certaines choses peut-être, ou bien est-ce que c'est le cahier des charges qui était extrêmement précis de la part de l'aménageur qui a tout déterminé dès le départ? Je vois Marion qui sourit, je me dis, effectivement, on est en train de creuser quelque chose là qui peut-être n'a pas été raconté. Alors, si vous voulez bien nous raconter ce que vous ne nous avez pas dit. Non, mais alors du coup, c'est vrai que bon, c'était un projet ambitieux qui est sorti notamment dans un contexte où je pense que il y a eu effectivement une augmentation des coûts dans le monde du bâtiment et de la construction. Donc, le coût objectif de départ de ce projet a été largement sous-estimé par rapport effectivement aux offres que l'on a pu avoir lors de l'appel d'offres. Après, c'est vraiment en concertation aussi avec l'architecte. Le projet d'origine a effectivement évolué par rapport à celui qui a été finalement acté et validé également par l'aménageur. Hein. Du coup, toutes les modifications ont été faites en concertation avec l'aménageur, mais on avait effectivement peut-être au niveau des espaces partagés plus d'ambition de faire effectivement. On avait rappelle-moi Grégoire, mais on avait des abris de jardin partagés, on avait des structures, En fait, on avait voilà, au niveau de. En fait, peut-être, on peut préciser ça après, mais moi, je pense que effectivement, tout process de projet, en fait, finalement, en tout cas, notre manière de travailler tend vers une simplification. Au final, il faut qu'il reste l'essentiel. Donc, c'est vrai qu'on était parti avec une barre assez haute, et puis nous-mêmes, que ce soit maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Je veux dire, au moment du concours, on avait alerté, mais de manière bienveillante, mais on avait proposé un chiffrage de notre projet qui était au-dessus du prix objectif de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'à l'époque, tout n'avait pas. Il y avait aussi depuis une acculturation qui s'est faite. On s'est formé aussi en interne via bouger tout ça. Mais pour répondre à la question. Effectivement, il y a eu certaines simplifications. Moi, le projet, je l'assume à 100%, en fait. Donc, je n'ai pas de problème particulier. Je pense qu'on a fait notre mieux, en tout cas, pour trouver un équilibre entre les différents paramètres. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'on peut juste préciser qu'au début, on avait cette idée. Parce qu'en fait, les halls d'entrée, en fait, on a des sortes de petites maisonnées, en fait, des petits porches au niveau des halls. Qui étaient des celliers pour des terrasses privatives, qui sont devenus finalement des locaux vélos, parce qu'on avait des locaux vélos le long de la rue. On avait l'idée d'une petite échelle de maison. Il y avait une petite cabane pour jardiner. On voulait récupérer l'eau. On avait mis la barre bien haute. Et au final, je pense quand même que sur les espaces partagés, on offre aussi un champ des possibles. Donc, oui, tout à fait. En tant qu'architecte, on ne peut pas décréter le vivre ensemble. En fait, ce qu'il faut, c'est donner finalement quelque chose de plus simple possible à chacun à chaque habit. Après, ça ne nous appartient plus et c'est bien notre rôle. Voilà. Je vais redonner la parole à Jean-Pascal sur les usages. Vous êtes beaucoup posé de questions là-dessus, justement. Et d'un certain côté, c'est bien parce que ça fait transition avec une question suivante, donc, à laquelle vous venez de répondre, justement, c'est sur la question. La structure est évolutive. Voilà, les logements, peut-être un petit peu moins. On sent bien qu'ensuite, il y a une gestion qui va être relativement simplifiée, vu le programme que vous avez bien exprimé, d'ailleurs bien expliqué, donc il peut permettre après de développer éventuellement d'autres usages. On avait vu les questions des locaux vélos, de recharge aussi électrique de voitures, etc. Toutes ces questions-là dans les fonctions partagées que vous venez de citer à l'instant. Et la question qu'on se posait, justement, renvoie à l'exploitation future. Est-ce que vous avez d'ores et déjà imaginé, puisqu'après le bailleur est aussi gestionnaire, un suivi aussi de performance, alors des usages, d'adaptation des usages, voire de développement d'usages, mais aussi par rapport aux ambitions initiales environnementales, de suivi des performances?
Alors, il y aura de toute façon un contrôle en fin de chantier dans le cadre de la certification. Donc ça, c'est vraiment lié du coup à la labellisation et à la démarche de certification. Après, en termes de gestion future, ça ne me concerne malheureusement plus, étant simplement opérationnel. Mais aujourd'hui, on est effectivement dans une démarche où on souhaite du coup optimiser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, optimiser les charges, essayer du coup de réduire au maximum du coup le poids financier pour nos locataires. Et l'idée, c'est de pouvoir recenser du coup le type de construction qui permet d'optimiser ces charges, les matériaux utilisés, d'optimiser aussi nos contrats d'entretien. Ça passe par tout ça. Donc peut-être pour compléter sur les usages. Oui, Grégoire. Je vais juste compléter sur un mini truc, c'est rapide, c'est que, sauf erreur de ma part, mais en fait, il faut savoir que sur cette fin de ZAC, il y a 3 projets qui sont en cours et voilà, qui travaillent sur ces sujets. Et en fait, l'intention de l'aménageur, je ne sais pas où ça en est, voilà, mais Nantes Métropole Aménagement à l'époque avait pour ambition de monitorer évidemment sur plusieurs années l'usage les performances énergétiques, environnementales des projets pour justement en ressortir un retour d'expérience, parce que finalement c'est évident qu'une fois qu'on a fait ce premier travail de certification, après il faut bien vérifier que ça marche, quoi. Enfin, que c'est qu'on est conforme et qu'on atteint les objectifs. Et du coup, par rapport effectivement à des éléments qui sont transmis par les opérateurs, donc sur le long terme. Ouais. J'ai entendu le jury, et Jean-Pascal ne l'a pas encore exprimé, mais se poser des questions sur le choix que vous avez fait. Donc, les appartements sont traversants, mais les blocs sont imposants. Et donc, en fait, on a des appartements qui ressemblent, au moins quand on les regarde sur le plan, à des longs couloirs. Et on se posait la question de l'usage, de la vie à l'intérieur de ces appartements. Comment est-ce que vous avez anticipé ça? En fait, tout le principe en fait organisationnel, alors hormis le rez-de-chaussée qui est 100% PMR, donc qui crée quelques contraintes d'aménagement supplémentaires. Si on regarde le plan en bas à droite de la diapositive, tout l'intérêt en fait, c'est qu'on a un grand bandeau vitré. À la base, qu'on avait même fait une baie, mais bon, faut aussi au plein nord, faut pas non plus, voilà. Mais ce qu'on trouve assez intéressant, c'est qu'on a une partie nord qui est dédiée à la cuisine, au lieu de vie du quotidien, des repas, voilà. Et en partie sud, plutôt la partie pièce de vie, en lien avec le balcon. Et peut-être pour montrer ça, pour bien comprendre ce que ça donne pour de vrai, ce que ça va être assez chouette selon moi. Donc là, voilà, les baies sur balcon, donc on est dans le salon. Et ici, on devine les 3. On a vraiment des grands bandeaux horizontaux, c'est vraiment des gros cadrages du paysage. Sachant qu'en face, on a quelques constructions, on a tout le vallon, en fait, et tout son paysage. Donc, on trouvait que c'était. Après, ils font 3,50 de large, les pièces de vie. C'est pas bien, hein, selon moi. En fait, c'est vrai que c'est un effet couloir du coup sur le plan, mais au niveau de la surface globale de la pièce de vie, on est quand même un peu plus élevé que la moyenne standard recherchée selon la typologie. Sur les logements T3, par exemple, on a des pièces de vie, de séjour, à presque 30 mètres carrés, ce qui est quand même assez confortable dans un appartement. Et l'apport de lumière, en fait, effectivement, traversant, rend la pièce. Là, aujourd'hui, on a quand même, on n'est pas encore cloisonné, mais ça donne quand même un aperçu au niveau volume qui est assez intéressant. Et systématiquement un espace extérieur d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour raisonner avec l'actualité. Oui, tout à fait.
Je vois que Philippe Devy, autre membre du jury, nous a rejoint. Est-ce que tu as une observation ou une question à poser à nos intervenants? Oui, il y a effectivement cette disposition de logement posée question, mais vous venez d'y répondre. Bon, j'ai quelques questions un petit peu d'ordre technique. Vous avez parlé de BIM. Bon, c'est effectivement quelque chose qui me semble intéressant. Je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur quels sont les participants et comment tout ça s'est déroulé et qui a été le gérant de cette organisation BIM. Donc voilà, dans un premier temps. Sinon, deuxième question un peu technique aussi, c'était sur l'utilisation, j'ai entendu, de béton bas carbone. Alors, quels sont vos fournisseurs, est-ce qu'il y a une réglementation qui est applicable et assurable, bien entendu, aujourd'hui, et est-ce que ça pose un problème de prix également? Voilà, donc c'était des questions par rapport à ça, une maquette numérique et puis béton bas carbone. Si vous permettez, sur tout ce qui est technique, les matériaux, on va l'aborder dans 5-10 minutes. Là, on va terminer sur tout ce qui est usage, et donc, et y compris dans la conception, le BIM. Et puis, on aimerait aussi avoir une question sur la concertation. Et puis après, on va passer aux questions techniques. Donc, sur le BIM, l'usage du numérique, comment vous avez procédé, Grégoire? Alors, ce que je disais en conclusion, là, c'est que du coup, sur ce projet, on n'a pas travaillé, on n'a pas parlé de BIM, hein, on n'a pas travaillé en BIM ici. Et après, bon, BIM, faut bien. Bon, je vais pas faire un exposé sur le BIM là maintenant, mais bon, il y a la maquette numérique et après, il y a vraiment travaillé une mission BIM avec un DO BIM. C'est une vraie mission, c'est un vrai débat, enfin un vrai sujet en soi. Nous, a posteriori, il se trouve que ce projet, quand on l'a démarré en 2017, on travaillait sur un logiciel de 2D, peu importe lequel, enfin de 2D, voilà. Depuis, on est passé à la maquette numérique sans forcément faire du BIM, mais à la maquette numérique qui nous permet juste d'implémenter de la structure du fluide avec un projet archi et d'en sortir des données, principalement des métrés. Enfin, on peut avoir d'autres données, hein, des tableaux de menuiserie, plein de choses, mais après, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte que sur d'autres projets qu'on mène de la sorte, sur des sujets bâtiments bas carbone actuellement à l'agence, en études, on se rend compte que cette maquette numérique est assez intéressante parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est plus on avance dans le projet, bon, bah, plus il y a une forme de complexité et plus la moindre modification nécessite de remouliner le calcul, d'aller revérifier les fichiers FDES sur la base INIES. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais du coup, il faut savoir que cette base INIES, les fiches FDES, vous prenez des fiches à un temps T, vous y revenez dans 3 mois, tout à bout. Enfin, j'exagère un peu, mais ça évolue. J'exagère, mais tant mieux. Ça progresse. C'est quand je dis ça évolue, c'est tout dans le bon sens. Hein. C'est positif ce que je dis là. Non plus précis. Donc, on n'a pas bossé en BIM. Voilà, juste pour répondre à la question. Voilà. D'accord. Sur la concertation, peut-être que c'est Mario qui peut répondre. On était assez interrogatif parce qu'on a vu qu'il y avait de la concertation, mais on ne sait pas jusqu'où ça a été, qui vous avez concerté, est-ce que c'est les futurs occupants, est-ce que c'est le voisinage, comment est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu un lien avec l'aménageur, la mairie, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors du coup, en termes de transparence et de présentation du projet aux parties non prenantes, du coup effectivement les riverains, il s'agissait plutôt d'une présentation en réunion publique. Voilà, présenter les différentes données du programme et répondre surtout à leurs inquiétudes, puisque c'est souvent effectivement la problématique quand des constructions viennent se mettre, viennent se réaliser à côté du coup d'habitations existantes. Donc là, c'était effectivement plus de la présentation et rassurer du coup les riverains, notamment sur la présence de stationnement, puisque effectivement aujourd'hui c'est quand même une question principale et vu effectivement la zone sur laquelle on vient s'implanter, les problématiques de stationnement sont déjà présentes. Donc du coup, c'était quand même une des questions redondantes lors de la réunion. Le choix que vous avez fait, c'est des stationnements semi-enterrés. Oui, tout à fait. C'est un intérêt architectural, technique
Alors du coup, effectivement, dans l'idée où on voulait garder la ligne directrice du traversant et de l'apport naturel de lumière, du coup, on a effectivement conservé ce parti pris au niveau du sous-sol. Il y a effectivement aussi un intérêt financier, hein. Il faut pas se le cacher non plus. Sur ce sous-sol, puisque à l'origine du projet, il n'y avait qu'un seul sous-sol, mais qui ne permettait pas d'intégrer suffisamment de place, du coup, par rapport à la volonté de l'aménageur. Donc, on a dû effectivement scinder le sous-sol en 2 sous-sols, parce que du coup, on a effectivement un sous-sol au niveau des plots B et C et un sous-sol au niveau des plots D et E, donc avec 2 rampes d'accès qui desservent du coup les différents lots. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, dans le mode constructif, d'avoir une partie semi-enterrée était effectivement aussi plus économique à l'échelle du programme. Alors, je vous ai interrompu pendant que vous parliez de la concertation. Est-ce que vous pensez que vous avez dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire ou est-ce qu'on rentre maintenant dans le dur de… Si je reviens sur le côté concerté, on a vraiment eu beaucoup d'échanges avec l'aménageur tout au long du montage du projet. Comme voilà, on l'a expliqué, le projet d'origine a beaucoup évolué, notamment au stade de l'appel d'offres. Donc, ça a nécessité quand même beaucoup d'allers-retours avec effectivement aussi l'architecte de la ZACT pour du coup essayer de trouver des compromis sur les choses que l'on a tout simplement supprimées, puisque ça n'avait pas forcément d'intérêt soit au niveau du niveau bas carbone, soit qui n'avait pas non plus d'incidence sur la qualité architecturale du projet final. Et donc tout ça a nécessité effectivement beaucoup d'allers-retours, mais au final un projet qui a été validé par l'ensemble. Je crois qu'il y a un représentant de l'aménageur de Nantes Métropole Aménagement dans la salle, donc s'il souhaite intervenir, il nous envoie un petit, il écrit dans une question. Grégoire, tu voulais ajouter quelque chose ou on passe maintenant au point technique, choix des matériaux, etc. Alors, beaucoup de choses autour du bois, du béton. On peut peut-être commencer par le bois, le choix des essences, aussi bien en structure qu'à l'extérieur, et dans le choix des essences à l'extérieur, quels sont aussi vos choix dans le temps? Est-ce qu'il y aura une lasure, pas de lasure? Est-ce qu'on le laisse vieillir, griser et justement, puisqu'on parlait de relation avec l'extérieur, si vous avez fait ce choix de laisser griser le bois, quelle réaction de l'environnement immédiat? Alors, le bois pour commencer. Donc sur le manteau bois, donc on est sur un mur ossature bois qui fait 145, 15 cm d'épaisseur, qui est isolé entre montants, avec une surisolation de 60 cm qu'on peut trouver souvent. Enfin voilà, donc un complexe quand même assez épais. Quel type d'isolation? Pardon? L'isolation, c'est à base de… c'est de la laine de roche. D'accord, classique. Classique, oui. En fait, oui. Aujourd'hui, ce qui est assez fou, c'est que certains isolants biosourcés sont très mal. En fait, on a des fiches FDES qui sont pas du tout valorisées. Et donc, voilà, elles sont soi-disant moins performantes pour un coût plus fort. Donc, on a du mal à les prescrire, malheureusement. On peut donc à nouveau lancer un appel si dans la salle, il y a des gens qui représentent les industriels ou les fabricants de produits biosourcés en isolant. C'est compliqué de les mettre dans des projets parce que les FDES ne leur sont pas favorables pour le moment. C'est ça que j'ai entendu, que tu viens de dire, Grégoire. En tout cas, à ma petite échelle, je ne suis pas expert sur non plus en la matière, mais il y a la Cavac, par exemple, en Vendée, qui fait un boulot super. On essaie de prescrire dès qu'on en a la possibilité, bien sûr, mais voilà. Et après, donc pour continuer sur le bois, un bardage en Douglas classe 3, donc purgé d'aubier, qu'on a choisi en fait de prendre pré-grisé. Alors ça peut paraître surprenant, mais déjà c'est une pose à lame verticale, donc en termes de vieillissement, ça vieillit normalement bien. Enfin, ça va bien vieillir. D'ailleurs, je suis pas inquiet. L'autre sujet qui est intéressant, il y a Maxime Hainaut d'ailleurs de l'entreprise Rousseau qui est dans la salle, qui pourra compléter si je dis des bêtises. Donc, qui est l'entreprise bois qui fait le projet.
le chantier. Vu qu'on est en fait en préfa, on a amené en fait des murs ossature bois pré-bardés. Donc du coup, on a pour la finition en fait, voilà, on a des petites bavettes de recoupement qui vont aussi gérer l'eau, les gouttes d'eau à chaque niveau. On le voit, je pense que vous avez dû le voir sur les images précédentes. Voilà, on le devine, vous voyez ici là par exemple. Et donc ce bardage est pré-grisé effectivement parce que vis-à-vis, du grand public entre guillemets, il y a cette image un peu qui est comme ça, de dire ouais le bois ça grise machin, donc on est parti sur un pré-grisement qui du coup même s'il va s'argenter en vieillissant en fait, il va être plus élégant, mais voilà. Est-ce que Maxime Hainaut qui est avec nous, il y a la possibilité qu'il vienne expliciter un petit peu, et notamment on a envie de comprendre un peu comment ça a fonctionné cette liaison bois-béton. Donc s'il veut venir nous rejoindre sur scène, Juliette qui travaille à la technique avec nous là derrière est en train d'essayer de le faire monter sur scène s'il en est d'accord, pour pouvoir en dire un petit peu plus. Mais globalement, toi d'un point de vue architectural, Grégoire, le choix du bois, du béton en armature, en structure et le bois en ajout, alors il y a une question, c'était est-ce que c'était pas pénalisant du point de vue carbone déjà pour commencer? En fait, forcément que si on prend à poids, à volume égal plutôt le carbone, le bilan carbone du béton est moins bon que celui du bois. Après, il faut voir parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres de durabilité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une fiche FDES, ça ne prend pas juste le point carbone, ça prend d'où vient le produit, son déplacement, sa fin de vie, sa déconstruction. Enfin, c'est un peu plus complexe que juste le bois c'est bien, le béton c'est mal. Néanmoins, nous, on avait fait un choix stratégique dès le concours de partir en structure béton, donc dalle béton, poteau béton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça malheureusement, mais en structure bois, on aurait tout à fait pu faire 100% bois en fait. Et d'ailleurs, on a des petits camarades en face sur des projets, des confrères qui sont partis là-dessus et qui finalement sont revenus à une situation, à un mode constructif comme celui qu'on avait pris dès le départ, parce qu'il y a aussi plusieurs paramètres à prendre en compte et il y a le paramètre économique, technique, acoustique. Il y a aussi pour des enjeux on sait faire des chapes acoustiques, des planchers bois avec voilà, c'est pas le problème, mais en tout cas, c'était un choix stratégique eu égard à l'écosystème du projet, si je peux parler comme ça. Alors, on peut peut-être, si Maxime est d'accord, je crois qu'il est avec nous là maintenant sur scène, s'il veut bien répondre à 2-3 questions. Vous représentez l'entreprise de construction Charpente Rousseau. Tout à fait. La liaison bois-béton, ce projet-là, c'est quelque chose que vous faites assez classiquement aujourd'hui? Effectivement, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. On a plusieurs projets en cours de ce type-là. Après, chaque projet est différent parce que les menuiseries, les balcons, la typologie du bâtiment fait qu'on doit s'adapter. Mais sur ce principe-là, cette technique, pour ce chantier précis, elle est plutôt optimisée et plutôt rapide en exécution. Je sais pas, est-ce que vous avez, en termes de caractéristiques, à rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Grégoire sur le bois, le travail que vous avez fait par exemple en atelier, la partie en atelier et la partie sur chantier? Ouais, en fait, les murs du coup sont préfabriqués à l'atelier. Donc l'isolation, c'est de la laine de verre, c'est pas de la laine de roche. Donc c'est la laine de verre GR35 contre-montant. Nous, à l'atelier, donc on fabrique tout le squelette avec le panneau. On y ajoute le pare-pluie et le pare-vapeur de chaque côté. Et ensuite, pour ce projet-là, et c'est ce qui se fait de plus en plus, on barde les murs à l'atelier. Et en fait, on rajoute justement cette petite bavette en pied de mur qui nous permet de venir finir complètement le bardage et ensuite d'empiler les murs les uns sur les autres afin d'arriver au R+3 qu'on voit sur la photo. Et donc les murs, une fois arrivé sur site, on a uniquement à faire les raccords de bardage entre murs. Et donc c'est un gain de temps sur le chantier qui est assez important. Alors, je ne sais pas lequel des deux peut répondre, mais on avait une question sur
la qualité du bois qui permet de faire un puits carbone. Alors, est-ce que ça se calcule dans E plus C-? Est-ce qu'on peut gagner en poids carbone en utilisant le bois? Non seulement il est peu émetteur, mais en plus, il est puits carbone. C'est valorisé tout à fait, ouais. C'est tout l'intérêt du matériau bois, c'est valorisé sous ces deux facettes, quoi. Voilà, et il est mis à l'honneur du coup effectivement sur le côté structure, puisque du coup on est en mob et également aussi en bardage bois, mais même à l'extérieur on a valorisé du coup des clôtures en bois, les garde-corps aussi métalliques, mais avec effectivement des tassons en bois aussi. Donc tout est valorisé dans l'étude carbone, l'extérieur comme le bâti. Et jusqu'aux menuiseries intérieures, bâti bois, jusqu'au parquet bois. Enfin, voilà, ouais. Voilà. On peut citer le nom du parquet. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, l'opérateur qui vous. Oui, c'est parquetteur vendéen. Parquetteur vendéen, voilà, du coup, qui réalise du coup du parquet stratifié dans l'ensemble des logements. Ce sont des lots séparés que vous avez choisis? Oui, parce que du coup, on a effectivement une partie quand même en PVC dans les chambres et on a du coup on a du revêtement souple dans les pièces humides, c'est-à-dire WC et salle de bain, et on a du coup du parquet dans les pièces de vie. Oui. Alors, un mot sur le béton. Attendez, oui, je ne vous entendais pas, Maxime. Je vous écoute. Ah non, je n'ai rien ajouté. Ah bon, je croyais que ça vibrait de votre côté. Je voudrais revenir au béton parce qu'il y avait des questions sur le béton bas carbone. Où est-ce que vous êtes procuré du béton bas carbone? Est-ce que vous l'avez utilisé partout dans l'ensemble des bâtiments que vous avez construits? Comment est-ce que vous avez calculé son impact? Est-ce qu'il y a des FDES précis sur ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je sais pas si Gilles est dans le coin, là. Il pourrait peut-être être plus précis que moi, mais je peux quand même apporter un début de réponse. Gilles, c'est Gilles Guyot, du coup, de Pouget Consultant, qui a fait tout l'aspect ACV. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a… Alors, je ne sais plus si c'est ECM2A ou 2B. Enfin, en fait, si vous voulez, dans je vais essayer d'expliquer ce que j'en ai compris, c'est que dans le béton, donc on utilise du clinker et du coup, certains adjuvants, si on peut parler comme ça, et du coup, en fonction du type d'adjuvant qu'on utilise, vu que c'est des adjuvants qu'on chauffe à très très haute température pour en faire la matière clinker, en fonction du type d'adjuvant et de ses formulations, on est plus ou moins vertueux. Même si c'est des matières minérales extraites avec du sable et tout ça. Donc là, on avait utilisé, si je dis pas de bêtises, j'en suis pas sûr, mais je sais qu'on avait un moment regardé ça, c'est qu'il y a un petit logiciel Betty qui permet de calculer. Parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, en tout cas, le béton est ainsi fait que c'est une matière qui prend en un temps assez rapide. Donc en fait, il y a un réseau de centrales à béton qui est maillé sur tout le territoire et qui fait que c'est aussi je ne vais pas faire l'apologie du béton, projet en bois, mais néanmoins, voilà, il y a une forme de circuit court, voilà. Et après, on n'est pas allé jusqu'à, en ce moment, là, on entend beaucoup parler de comment ça s'appelle, Green Cement, Hoffman, oui. Tout ça, ou qui sont plutôt en développement et pas encore opérationnels, en tout cas dans nos zones sismiques. Et donc, on a étudié pas mal de trucs. On a même suivi Argilus à un moment qui lançait un béton d'argile. Enfin, bon, voilà, on a pas mal exploré. Après, on est resté sur un béton un peu plus vertueux que la moyenne, mais c'est pas un truc de fou qu'on a mis. Faut pas non plus, voilà. Alors, on va remercier Maxime Hainaut qui est retourné dans la salle et Gilles Guyot qui nous rejoint. Alors, Gilles, je crois que tout à l'heure, vous nous avez précisé que l'effet puits carbone, on peut le calculer dans BBCA, mais pas dans E plus C-. Et puis après, peut-être vous direz 2-3 mots sur ce béton bas carbone. Oui, c'est ça, en effet. Du coup, je précisais que les quantités de carbone biogénique stockées dans le bois, on peut en effet le valoriser dans le BBCA. C'est ce qu'on a fait au final.
Par contre, en effet, comme on est sur un parti pris squelette béton et mur mob en façade, on a assez peu de quantité de carbone qu'on a pu valoriser sur cet aspect-là. Dans les études, pour le béton bas carbone, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce qu'a dit Grégoire? Alors, simplement, effectivement, pour répondre à l'une de vos questions, aujourd'hui, le béton bas carbone est présent uniquement sur 40% de notre programme, c'est-à-dire l'équivalent de 2 bâtiments. C'est ça, sur les bâtiments A et B, on est parti sur un ciment SEM 3B, pour reprendre les termes techniques, qui du coup a un peu moins de clinker que les autres ciments et un peu plus du coup de laitier issu des hauts fourneaux, enfin de l'industrie sidérurgique pour dire un peu la provenance de ce ciment. Et l'idée au début, en effet, on a fait intervenir Lafarge, qu'on va le citer, très tôt dans le projet pour nous accompagner sur cette question de béton bas carbone, comment faire pour porter la chose, en tout cas jusqu'au bout. Et on souhaitait vraiment y aller et pas abandonner ça une fois que les marchés étaient attribués, etc. Donc voilà, il y a quand même il a fallu faire des choix. Donc au final, il y a quand même 2 bâtiments, voire 3. On avait parlé du F à un moment donné. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas voilà, on fait une partie du projet avec ce type de ciment, aussi pour le tester, parce qu'on en parle beaucoup, mais au final, on voit pas beaucoup d'opérations sortir avec ce type de produit. Donc là, on a un vrai projet exemplaire de ce point de vue. Vous avez fait aussi peut-être les autres types d'études. On a une question sur le renouvellement de l'air. Donc, je ne sais pas si c'est vous, chez Pouget, qui avez fait l'étude, mesure de la qualité, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Du coup, on est en effet thermique, missionné sur la mission de thermique, les fluides et la CV. On fait pas les tests d'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Mais pour répondre à la question du renouvellement d'air, on est sur des équipements somme toute assez classiques sur du logement collectif, c'est-à-dire ventilation simple flux collective, entrée d'air dans les menuiseries. D'accord. Il n'y a pas eu d'études complémentaires type simulation thermique ou calcul du facteur de lumière jour? Non, on n'est pas allé jusque-là. Parce que ça se fait assez rarement sur du logement et on maîtrise quand même assez bien les choses. Merci beaucoup, Gilles. Alors, des questions sur, peut-être que sur le plan, ça se voyait, mais on a une question sur les ascenseurs. Est-ce qu'il y a un ascenseur dans chacun des plots? Et donc, c'est en fait l'accessibilité aussi qui se discute avec ça. Marion? Non, alors du coup, il y a pas du tout d'ascenseur sur le programme, dans la mesure où on est sur des plots de 8 logements. En termes d'impact de charge de copropriété à terme, c'était assez lourd. Donc, on a fait le choix, effectivement, de mettre aucun ascenseur. Donc, seuls les logements en rez-de-chaussée sont adaptés PMR. D'accord. Là, peut-être, on peut avoir l'impression qu'on va du coq à l'âne. La récupération des eaux de pluie, une question là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un travail fait là-dessus? Et si oui, qu'est-ce que vous faites des eaux de pluie que vous avez récupérées? Aujourd'hui, en fait, il y a eu un travail amont pour en récupérer une partie pour l'usage potager. Finalement, on a dû faire des choix à un moment, donc c'est quelque chose qui a disparu au cours du projet. Néanmoins, de toute façon, étant dans au regard du cahier des charges de la ZAC, en fait, on tamponne à la parcelle nos EP, c'est-à-dire qu'on a des grands nœuds en bas de vallons qui nous permettent, qui sont volontairement gérés avec un talus très doux, en fait, qui permettent peut-être qu'en hiver, elles se remplissent forcément, mais en été, ça devient des espaces de jeu. Enfin, c'est un ouvrage un peu technique, en fait, qu'on a travaillé de manière à ce qu'il participe du paysage et des usages. Donc, c'est des fois des petites choses c'est plutôt que de se mettre un truc super profond avec des garde-corps tout autour pour faire un ouvrage très technique. On a travaillé ça pour que ça participe du paysage et que ça participe des usages. Voilà. Il n'y a pas on n'emploie pas d'eau pour
je sais pas, les sanitaires ou les comment dirais-je, les machines, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est assez compliqué normativement pour l'avoir mené à bien. C'est un peu paradoxal, mais c'est des choses qu'on a du mal à, au-delà du surcoût que ça fait, parce qu'il faut faire 2 réseaux forcément, mais au-delà de ce surcoût-là, c'est dur à faire passer. Évidemment. Voilà. Jean-Pascal, tu avais un mot à dire. Oui, très rapidement, une petite question, parce qu'il y avait aussi une question d'actualité aussi, la question du ZAN, de zéro artificialisation nette. 2 petites questions très concrètes. La première, rappelez-nous la surface, c'est presque 1 hectare de la parcelle, des 2 parcelles sur lesquelles sont implantés les 48 logements. Et la deuxième, donc les questions de densité. Hein. Et puis la deuxième, c'est par rapport à cette question de nature, est-ce que vous êtes doté aussi de compétences d'écologue sur ces questions de renaturation? Alors, je vais prendre les questions à l'envers. Sur la question d'écologue, nous, on a travaillé avec une paysagiste, Sylvie Portier de Lynx Paysage. Après, la question écologue, elle a été gérée en amont à l'échelle de la ZAC. C'est-à-dire que nous, on s'est inséré en fait dans un dispositif où l'urbaniste, on le voit notamment, je vais vous remontrer le slide de début. Voilà, l'implantation de nos bâtiments en fait respecte le corridor écologique qu'a dès le départ déterminé l'aménageur, qui est situé en fait entre nos 2 rampes d'accès. Voilà, ce corridor là qui traverse aussi les autres îlots, donc qui ont été également imposés entre guillemets aux autres opérateurs dans le cadre de leur opération. Mais la question qui était posée dans le public, qui à mon sens va monter en puissance, c'est celle de la compensation. On a donc une partie du territoire de notre département qui a été artificialisé pour la bonne cause par votre projet. Est-ce que l'aménageur ou la commune vous a demandé de compenser ça par ailleurs en travaillant sur un autre territoire remis à la nature? Pas à ma connaissance. Après, je pense, après, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que ce genre de sujet se gère à l'échelle d'une ZAC. La stratégie, j'aurais tendance à dire ça, je ne sais pas en fait, mais ça relève plus un projet qui datait du PLU, le plume après. Je pense que c'est plus à cette échelle-là, en tout cas. Il y a quelque chose qui est plus fonctionnel. Voilà, c'est la question après de la déclinaison de tous les étages, depuis le document d'urbanisme jusqu'à l'opérationnel de cette prise en compte. Mais moi, c'est la première fois que je vois apparaître cette question dans nos débats, et je pense que c'est une question qui va revenir régulièrement et qu'on va bien être obligé à un moment ou à un autre d'y trouver des réponses qui ne sont pas seulement de dire c'est les autres qui s'en occupent. Je comprends. En fait, à l'époque, non, mais c'est une vraie question. Je n'essaie pas de botter en touche, mais ça n'a pas été fait. Enfin, je vais pas voilà, mentir. Après, à l'époque, on n'était pas sous plume. Enfin, en fait, on a conçu ce projet en 2017. Donc, le plume était en cours de fabrication, de mise en place. Voilà. Après, alors, on s'approche de la fin. On a épuisé les questions qui sont venues du public. Peut-être pour Philippe Devy et Jean-Pascal, chacun une dernière question, et puis on va arriver vers la conclusion. Pas de question de ma part. Merci beaucoup en tout cas, et pour toute la sincérité aussi de vos échanges, parce que c'est ça l'intérêt de ces positifs, c'est tous ces retours d'expérience, ces choix qu'on doit faire, les aléas, comment on gère les aléas dans un projet. Donc moi, je vous remercie beaucoup aussi pour cet échange et puis la qualité de votre réalisation. Voilà. Philippe, je t'ai pris à brûle-pourpoint là. Non, si, t'as encore. Ah, il faut enlever le micro. Voilà. Ça y est, on t'entend. Oui, les sujets principaux ont été abordés. Moi, je crois que c'est un projet qui a effectivement été bien concerté. Vous arrivez à un coût, on n'a pas trop parlé du coût, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Donc, vous avez fait des compromis, j'ai bien compris tout au long de votre présentation qu'il fallait aussi avoir comme guide le coût, bien entendu, objectif, qui ressort de manière assez positive. Donc, c'est aussi important, bien entendu, pour le montage d'un projet comme celui-ci, qui s'intègre bien. Moi, j'avoue que j'aime bien ce que vous avez fait au niveau des parkings. Ah oui, Philippe pendant le jury, il n'a pas arrêté de nous dire, là, le coût du parking, je trouve ça génial. Donc,
Oui, non, mais Le CE apprécie aussi. Donc, ça peut être inspirant et on peut inviter les uns et les autres à venir voir ce qui se passe au Vallon des Garettes, parce que là, il y a peut-être quelque chose de reproductible ailleurs. Alors, vous savez qu'on termine toujours nos C positifs par une question à la salle, et vous avez un petit onglet qui s'appelle sondage, et on va vous demander si vous nous autorisez à présenter ce projet dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Est-ce que vous pensez qu'il est au niveau de projets exemplaires, reproductibles, intéressants? Donc là, le vote est ouvert. Donc, on vous demande de voter soit par oui, soit par non. On a le droit aussi de ne pas se prononcer. Donc, vous avez 3 types de réponses. C'est des périodes électorales, donc on sait tous voter. Hein, c'est pas compliqué. C'est ou oui, ou non, ou ne se prononce pas. Donc, allez-y. Je crois que les membres du jury ont le droit de voter aussi, si vous avez… Alors, la seule chose, Juliette, je ne vois pas apparaître les résultats au fur et à mesure. Peut-être que c'est toi qui les vois apparaître. Non, on les voit apparaître. Hein. Ouais. D'accord. Ah oui, une fois qu'on vote. Il faut voter pour voir apparaître. Il faut voter. Non. Donc, c'est nos 2 intervenants ne voient pas le résultat. Pour le moment, ils doivent trembler. Mince. Je ne sais pas non plus combien il y a de personnes qui ont voté, Juliette. Je vois un pourcentage, mais je ne vois pas le nombre de personnes pour savoir si on s'approche à peu près du nombre de participants. Pour tout vous dire, c'est un outil que nous utilisons pour la première fois, cette plateforme. Donc, il y a des petites choses que l'on découvre. Alors, il y avait une question dans le chat. Je vote oui. Ah oui. Monsieur Salm de Socotec dit qu'il vote oui, mais c'est encore mieux si vous le dites dans le sondage. En tout cas, Socotec a voté pour vous. Hein. Merci. 30 votes. Pour le moment, il y a 30 votes. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'il y a encore d'autres gens qui veulent s'exprimer? Parce que sinon, je vais vous déclarer vainqueur de cette compétition à 88%. C'est un très, très bon pourcentage. Je vous félicite. Donc, vous allez donc pouvoir figurer dans le panorama de la construction durable. Je crois que vous avez dû remplir un questionnaire qui donc sera mis en ligne dès que possible. Un reportage qui sera mis en ligne, que nous, on valorisera après avec nos différents outils. Grégoire ou Marion. Peut-être Pierre-Yves, un petit mot, parce qu'il y a eu des questions là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à présenter des projets de bâtiments, d'infrastructures, d'aménagement également. C'est vraiment l'aménagement et la construction durable au sens large. Donc, on a eu des ponts qui ont été présentés, des infras, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Alors, on va laisser à la fin le bailleur social. Donc, on commence par Grégoire. Moi, en conclusion, déjà, je trouve la démarche intéressante parce que ça m'intéresse d'échanger. J'ai participé pendant le confinement à la présentation de l'atelier d'Aubas Bellenfant, par exemple. Toujours enrichissant, voilà, je pense, d'échanger sur nos expériences respectives, vu qu'en tant que architecte, on fait entre guillemets toujours des prototypes, même si, parce que site nouveau, parce que contexte spécifique, parce que maîtrise d'ouvrage et tout ça. Et je dois quand même je pense que moi, ce que je dirais dans ce projet, c'est que sans prétention ou quoi, mais que le tandem maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est bien mis en fait, je dirais. Chacun dans son rôle, des fois à se dire quand ça va pas ou quand ça va aussi. Et voilà, je pense que c'est une des clés qu'on dit peut-être pas assez, mais c'est une forme de confiance respective, même si après, il faut savoir aussi mettre les choses à plat quand il faut. Voilà. Alors, Marion Buffet-Cabli. Oui, du coup, je rejoins Grégoire. Ça a été un projet qui a été démarré en 2017. Et qui voit le jour, en 2019. Donc, ça a mis quand même du temps aussi en montage pour arriver au projet d'aujourd'hui. Beaucoup d'échanges, beaucoup de modifications. On s'est un petit peu aussi accroché avec Grégoire, mais toujours dans des bonnes relations. Effectivement, c'est très, très important de rester ouvert. Du coup, sur l'évolution d'un projet. C'est aussi l'histoire de vie du bâtiment et la démarche E+C- qui va se généraliser.
mais sur lequel on était un petit peu à tâtons, car vraiment au début de cette démarche nous a vraiment permis de comprendre plein de choses. Donc, au niveau intellectuel, c'est un projet qui était très, très intéressant. Et on se rend compte que chaque modification, chaque matériau impacte et peut impacter de manière très importante, du coup, l'empreinte carbone de nos bâtiments. Donc, chaque prestation, même, ça va du revêtement de sol au choix de la menuiserie, tout est passé au crible et tout participe en fait à faire un bâtiment bas carbone ou non. Donc, tout ça, c'est vraiment les enseignements qui sont sortis de cette opération, dont on est très fiers en tout cas. Bravo à vous. Merci à tout le public qui est resté avec nous pendant toute la durée de C'est positif. Les prochains rendez-vous de NovaBuild, alors on a un événement fort ce vendredi, c'est une conversation entre notre vice-présidente Jienne Jalouli avec Monsieur Biwix qui porte la question de la low-tech et on aura donc un échange pendant 1h30 sur la question l'économie circulaire, la low-tech dans la construction. Donc un échange qui sera certainement passionnant. Donc ça c'est ce vendredi. On poursuit nos échanges avec Energy Sprong cet après-midi à 14h. Et puis, je crois que j'en ai loupé un. Non, mais enfin, il y avait 3 rencontres dans la semaine. Donc, la 3e, c'est celle d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon repos d'été pour ceux qui peuvent se reposer et beaucoup de travail pour tous les autres pour reprendre l'activité à un niveau dont on a besoin pour tous. Et puis, à la rentrée, nous avons le 4 septembre l'Assemblée générale de NovaBuild qui se profile à l'horizon. Et donc, nous vous donnons rendez-vous, quoi qu'il se passe, soit en présentiel, soit en visio. On a le plan A et le plan B, mais on espère surtout pouvoir vous revoir tous à la rentrée le 4 septembre. À très bientôt et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Au revoir.